Lundi 2 avril 2018, lundi de Pâques, on enregistre 1, 2, 3. Boom. Boom. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition du podcast du Cannes Football Club, édition Couscous Piri en ce lundi de Pâques 2 avril 2018. Avec vous, Sofiane Benzaza comme d'habitude et toujours à mes côtés, ou même devant moi, parce qu'il est meilleur et plus âgé, Nilton Georges. C'est une belle intro. D'accord, ça va toi? Ça va, merci. Joyeux Pâques, Nilton, si tu célèbres ça. Oh, ouais. Voilà, On célèbre ça avec le chocolat. Le chocolat, les œufs et le lapin. Et tout, ouais. Je pense pas que ça a un rapport avec le but de Pâques, mais c'est pas grave. Tout le monde joyeux Pâques et tous ceux qui profitent des longs week-ends, même s'ils fêtent pas Pâques, ben profitez-en aussi. J'espère que vous avez eu un bon long week-end. Et voilà, c'est l'édition Couscous Piri. On en va repasser le match entre l'Impact de Montréal et les Sounders de Seattle. Une victoire de 1-0 du bleu-blanc-noir au Century Link Field. Donc, félicitations pour Rémi Garde et le staff de l'Impact pour sa première victoire sur la route. Mais avant tout, je voulais d'abord remercier les 62 patrons qui ont supporté le Cannes FC dans notre campagne qui est courante, encore existante sur Patreon. Donc, vous pouvez contribuer et supporter la poutine du soccer en devenant un Patreon, c'est-à-dire vous mettez un montant minimum $1, je pense les minimums. On demande 5 pour mettre plus par mois pour supporter le Cannes FC dans le projet. En ce moment, on avait besoin de votre investissement via sous-financement pour nous aider à survivre tel quel, le site web, les podcasts et les autres plateformes, pour tout simplement produire ce qu'on fait en ce moment. Puis on a différents paliers pour essayer d'investir un peu plus dans d'autres domaines au fur et à mesure. Évidemment, c'est des petits projets qu'on veut faire, donc sinon on demanderait $50,000 par mois. Mais on est encore loin de l'emploi à temps plein. À temps plein, exactement. Mais en termes de support de ce qu'on veut faire en ce moment et ce qu'on continue à faire en termes de développement au fur et à mesure, c'est excellent ce que vous faites. On remercie beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait chaud au corps d'avoir votre support et vos messages vos commentaires et messages de support, c'est très très apprécié. Merci encore tout le monde. Je vais pas nommer les 62, on vous a tagué sur Twitter, mais je vais vous parler le plus possible via la page Patreon et évidemment via les réseaux sociaux du Cannes FC. Donc au nom du Cannes FC, je vous remercie encore une fois. Donc Nilton, parlons foot. L'Impact qui, comme on vient de dire, gagne 1-0 contre Seattle. Je vais rappeler rapidement les aliments partants. Pour des deux côtés, du côté de Seattle, Fry dans les buts, Leerdam, Torres, Marshall, Francis en défense centrale. Dans un 4-2-3-1, devant la défense, Svensson et Roldan. Wolf, Eikrem, Lodero et Buana derrière. Will Bruin, attaquant de pointe. Pour l'Impact, un 5-3-2, le retour du 5. Ça cause des problèmes au niveau graphisme, hein? Il va falloir trouver une façon de les présenter, là, si c'est le schéma qu'on risque de revoir de semaine en semaine, il va falloir travailler fort là-dessus. Exactement, faut le dire. Mais je pense pas que Branch Matthew s'est fait avoir par. Non. Mais là, au niveau esthétique, faut travailler là-dessus. Exactement. Duval n'est pas un milieu droit, même peut-être s'il peut le faire un jour, on ne sait pas. Mais voilà, le 5-3-2 avec Raitala, Fanny, Cabrera en défense centrale, Lovitz et Duval sur les côtés. Taider, Piat, Kroliki au milieu de terrain et Piatti Vargas en attaque avec Vargas comme l'attaquant pointe. Mais comme vous savez, Piatti aussi joue ce rôle quand il le faut, mais sur ce match-là, je pense qu'il était un peu plus reculé que d'habitude. Donc voilà, 1-0, un but de Jason Vargas sur une belle action de sorte de pressing qui a commencé avec Taider, qui donne le ballon d'une talonnade intelligente à Piatti. Piatti fait sa magie dans la surface de réparation. Voilà quoi, met par terre les deux défenseurs centraux champions 2016, finalistes 2017 par terre, pour ensuite donner un ballon cadeau à Vargas. Donc voilà, c'est les résultats du match, et puis on va commencer par d'abord les évaluations. Saputo d'or pour le meilleur joueur, Tropotine pour le joueur le moins bon, et évidemment Gérard Darfoin, le moment Gérard Darfoin, WTF, qui a attiré votre attention. Nilton, je vais commencer par toi,
pour ton Saputo d'or? Mon Saputo d'or, il y en a plusieurs qui le méritent, mais encore une fois, là, c'est peut-être cliché, mais c'est Piatti, parce que sans Piatti, la seule option offensive, il n'y a pas de structure offensive dans ce club-là, il y a juste un magicien, quelqu'un qui crée individuellement des occasions. C'est pas un animateur, c'est pas un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui va de lui-même se créer des occasions. Même que la passe à Vargas, il faudra que j'ai pas revu les reprises, mais à première vue, il avait plus l'air à échapper le ballon vers Vargas que c'était une passe intentionnelle. En tout cas, peu importe. Là. Moi, je te confirme qu'il a fait une petite pitch net là, passe vers Vargas pour éviter le... C'est pourquoi c'est le meilleur joueur du monde, Nilton. Ah ouais, c'est le meilleur joueur du monde. Mais éventuellement, il va falloir trouver d'autres choses, là, parce que pour l'instant, Piatti est en train de combler tous les besoins offensifs de ce club-là. Puis à terme, ça sera pas une solution viable, mais c'est plutôt d'or pour moi. Tellement négatif. Moi, mais je suis d'accord. Merci du compliment. Voilà. Pour faire différent, Piatti, j'allais donner à Piatti, mais je veux donner un gros nanan à Evan Bush. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il a été solide. Il a pas été extraordinaire. Donc, on se dit pourquoi c'est un poteau d'or. Je le trouvais bien. Honnêtement, il y a personne qui est ressorti vraiment la feuille de match, tant que ça sur la durée du match. J'évite la défense, que je trouve qu'elle fait un bon travail, donc je veux faire changement un peu. Donc je sais à Bush, qui a fait des arrêts importants, qui a fait son travail, qui a géré le rythme du match à sa façon, avec une grosse mention à Krolicki, que si Bush était normal, j'aurais donné à Ken Krolicki du côté de l'Impact pour sa poteau d'or. Et puis maintenant pour le côté de Tropotine, monsieur. Ouais, le seul qu'il mérite, là, c'est Duval. Il avait l'air tellement pris. En deux décisions, il me faisait penser à Oduro en fin de saison l'année passée. Ouais. Brouillon, hésitant. On voit qu'il veut faire la passe, finalement, il dribble. Ses passes étaient trop appuyées. Il était mal positionné. Il avait l'air d'une recrue. Quelqu'un qui est stressé par l'audition qu'il y avait là, face à Rémi Garde. Oui. On l'a pas reconnu là. C'est pas le Duval de l'année passée. Tu sais, oui, j'ai lu plusieurs attaques en disant voici pourquoi Duval est pas là, moi, mais c'est pas le Duval qu'on est habitué de voir. C'est un trou de poutine, mais j'ai un peu de peine là parce que il s'est mis lui-même dans ces difficultés-là. Non, c'est vrai, je te rejoins sur Duval, c'était pas la meilleure performance. Moi, personnellement, j'avais personne Tropotine. Parce que pour moi, mettre un joueur Tropotine, c'est que à cause de lui, l'Impact n'a pas pu marquer les buts du 2-3-0. À cause de lui, l'Impact a encaissé des buts. À cause de lui, l'Impact a souffert. Je pense pas que Duval était la source. C'est pas une mauvaise performance, c'est ça. C'est ça, j'ai pas l'impression que Duval était nuisible à l'Impact. Maintenant, s'il faut en donner un, je donnerais à lui, à Duval, mais je vais m'abstenir pour ce match-là. Il y a personne qui vraiment mérite un Tropotine. Si on oblige à prendre le joueur le moins bon de tous les 13 joueurs qui ont joué, je dis, mets-le à Duval si tu veux. Il n'y a pas de problème, mais si j'étais pas nécessairement, moi j'avais vraiment personne en tête. Et voilà, et du côté de Jordan Foin, je pense qu'on est d'accord, ça va être la gifle de Lirdam sur Lovitz. Ben moi, tu sais, je vais le donner aux fans, puis je m'inclus là-dedans. On est fort pour critiquer les arbitres. C'est la grosse mode de critiquer le VAR, c'est la grosse mode de dire qu'on ne sait pas utiliser la technologie, l'arbitre c'est ridicule. Mais on est fort, très très fort, nous les partisans, pour tout de suite faire un compte-rendu, trouver les autres ridicules, puis à terme, c'est nous. C'est nous les partisans qui sommes ridicules, parce que le carton rouge, c'était pas seulement pour la petite poussette qui était dangereuse, c'est vrai, mais c'était pour la gifle. C'est surtout pour la gifle, ouais. Voilà. Et puis justement, moi aussi j'ai réagi, j'ai dit non, c'est pas un carton rouge, c'est impossible, c'est inacceptable. Exact, c'est impossible. Mais c'est pas ma faute, Hilton, si le producteur télé met pas le replay rapidement. Moi, mon réaction était instantanée. Je m'attends à une image instantanée de ce qui se passe. Ouais, mais voilà. Ça c'est un autre domaine qu'il faut s'améliorer. Tu sais, on dit que la Ligue a besoin de s'améliorer, mais produire une émission de sport, c'est pas évident. Tu peux pas te baser sur les autres sports. C'est pas parce que tu as produit une émission de hockey, de baseball, de basket, de foot que tu vas avoir les bons réflexes pour le soccer. Et même d'un pays à l'autre, j'ai déjà lu des articles où on critiquait par exemple la façon que les nouveaux réalisateurs de soccer présentaient les matchs avec une tendance trop lourde à individualiser les gestes. Oui. On voit pas le jeu d'ensemble, on veut produire des highlights, on veut produire des clips
qui vont devenir virales. Oui. Donc, on voit pas le jeu d'ensemble, on voit le gars, les duels 1 contre 1. Puis, il y a aussi les prises de vue, les angles, on le voit, là, quand c'est la catastrophe en pré-saison, on critique rapidement la qualité de l'image, mais il y a plusieurs autres façons aussi de le présenter avec les vues sur le terrain, tout ça. Donc, oui, il faut des réflexes. Ça a déjà été pire. On a déjà vu des reprises complètement inutiles pendant un corner et on manque le corner, tu sais. Tout à fait. C'est tous ces trucs-là. Ça va venir aussi, le métier de réalisateur de match de foot va se développer. Puis, je dis ça, puis je sais même pas c'est qui produit, là. Est-ce que c'est une production locale? Je pense pas. Je pense que c'est une production unique au niveau de la MLS. C'est la MLS qui décide. Non, les replays, non, non, il y a du local. Il y a du local pour les reprises? Oui, c'était pas mal sûr que tout est fait local. Pour quand je faisais les matchs de la USL, c'était local. Bon, c'est pas la MLS, mais je pensais que la MLS c'est un bureau central de broadcasting qui dit, mettez ce replay à ce moment-là. Ils peuvent pas gérer le replay de Seattle, puis le replay. Le de partisans, c'est se garder un peu de gêne. L'arbitre qui est sur le terrain, il connaît le foot 1000 fois plus que nous. Hein. Tout à fait. S'il donne un carton rouge, faut quand même donner un peu le bénéfice du doute. Non, c'est vrai, puis je suis rentré dans le panneau, mais en même temps, bon, oui, j'ai l'excuse de ne pas avoir vu le replay à temps, mais c'est vrai que ma réaction était par rapport à l'action qu'on appelle ça, le chevauchage, là, ou en tout cas, le tac avec les hanches, là, de Leerdam, là, entre guillemets, il ne saute pas. Oui, puis Lovitz, au départ, Lovitz, il avait l'air de se plaindre du coude, du fait qu'il le poussait dans les airs avec le coude. Oui. Il avait même plutôt oublié la gifle. Du moins, ce qu'on voit à la reprise, on voit pas Lovitz se plaindre d'avoir été frappé au visage. Lovitz n'est pas roulé à terre. Mais encore une fois, ça c'est l'arbitre là, je pense c'est Ismaël Eftar là qui va vérifier avec le quatrième arbitre et le VAR pour dire il a giflé puis c'est carton rouge, c'est mérité. Il y a pas de problème avec le carton rouge. Merci Andrew. Excellent. Et puis on va lire quelques réponses pour les évaluations, ceux qui ont répondu sur Twitter juste après le match ou le lendemain. On a évidemment Neosk Saputo Vargas, encore bien positionné pour son deuxième but. Trop Potine Duval, mais je ne suis pas trop inquiet pour lui. J'ai l'air d'un foin d'Atslamp sur Lovitz. François Aubin Bush Saputo d'or, c'est facile. Gillard d'un foin, la claque de Leerdam, et son deuxième Gillard d'un foin, 1-0 avec 50 minutes à jouer, il m'énerve parfois. Je pense qu'il parle de l'impact qui n'a pas nécessairement qui a pas nécessairement peut-être il fait référence à l'impact qui a pas été plus dominant en ce qu'on dit. Ouais, ils ont pas changé leur plan, même s'ils jouaient avec l'avantage d'un homme là pour la deuxième demi, le garde a gardé quand même. Son plan initial, ça a peut-être énervé une couple de personnes. Là. Exactement, non, c'est très bien dit. Yannick Massicotte, Saputudor Piatti, Tropotine Duval, Gérard d'Enfant, notre attaque anémique. Merci Yannick Massicotte, merci à tous ceux qui ont participé via le hashtag sur Twitter, mais on va aussi remercier les 216 répondants à l'évaluation CanFC via les formulaires Google. Vous pouvez suivre Sid @Solambe SOLAMBEY et évidemment le Cannes Football Club sur Twitter @CanFootClub. 216 répondants et les évaluations sont... C'est un record, hein? On a franchi le 200. Toronto, c'est 240. Okay. 216, c'est le deuxième plus haut, après celui de Toronto. Pour un match, samedi soir, heure de l'Ouest. Et on est déjà blasé, 2 victoires. Déjà, ça sent la coupe. Donc déjà on peut arrêter là. Donc voilà, donc le public a décidé unanimement comme Saputo d'or, du moins ceux qui ont utilisé le formulaire, Evan Bush avec 79 votes pour Saputo d'or. Derrière lui, Cabrera 37 qui devance de peu son compatriote argentin Piatti avec 35 votes pour le Saputo d'or. Et j'ai plus de respect pour ceux qui votent à notre sondage si je compare avec le vote de Vidéotron. Le joueur du match qui est devenu un automatique. Là, ça doit être une machine qui l'a fait automatiquement. Il y a un but gagnant, il y a un algorithme. But gagnant. Vargas, c'est fini. Et du côté de Tropotine, c'est sans équivoque Chris Duval avec 154 votes sur les 216 votes, qui a été le couronné le Tropotine du match. C'est très très intéressant. Kroliki avec 16 votes, intéressant. Salamel 14, Lovitz 11. Du côté des notes, la qualité du match sur une moyenne a été attribuée une note de 6.28 sur 10. L'arbitrage, évidemment, a une note de 7.08 sur 10. Qu'est-ce qu'on veut de plus?
Un 7 pour un arbitre, c'est quasiment 10 sur 10, moi, je pense. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Lorsqu'on vous demande de noter la performance collective de l'Impact, on vous donne une note de 6.76. Et le coaching de Rémi Garde, par hasard, une note de 7.31. Même si monsieur 7.31. Okay. Même si monsieur Garde n'a juste fait 2 changements. Oh mon Dieu. Oh le désastre. La note est quand même haute. Attention les haters là-bas, attention. Donc, les temps de rappel, là. Moins c'est mieux. Là, c'est moins. Moins. Donc voilà, ça conclut l'évaluation. Merci beaucoup d'avoir participé. Il n'y a pas faire rentrer Edwards, c'est déjà un point de plus. Oh, Nilton, c'est trop tôt ça. On n'est pas encore au débat. Non, mais c'est bien fait. C'est bien dit. C'est fini. Voilà, merci pour les évaluations sur Twitter. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour remplir le formulaire Google afin de mettre votre vote. On puisse les compiler, mettre des jolis graphiques. Évidemment, avoir une sorte de données quantitatives pour voir qui vaut quoi à quel match. Donc, merci encore. Donc, Nilton, je te laisse la place. The floor is yours, comme on dit dans Law and Order. On va commencer avec nos questions. Avec les questions. Encore très nombreuses, les questions. C'est une bonne question parce que sa note dans l'évaluation de KNFC m'a surpris un peu. Yannick Hamelin nous demande, va falloir m'expliquer pourquoi. Plusieurs disent que Bush s'est vraiment amélioré quand la presque totalité de ses arrêts depuis le début de la saison, il se fait tirer dessus. Il me semble sortir un peu plus de son but, mais ses relances, par contre, 3 petits points. Effectivement, dans ce match, je l'ai montré, c'est beaucoup. Il a été chanceux, Les fois où on était en difficulté, les attaquants de Seattle ont un peu raté leur tir, ils l'ont lancé dessus, des têtes dans les mains. Ouais. Les fois qu'ils étaient en difficulté, les joueurs ont raté la cible. C'est sûr que le gardien crée un peu sa chance, mais on n'a pas vu, et c'est tant mieux, on n'a pas vu un Bush en difficulté où il fallait dans les 4 matchs qui sauve un ballon in extremis. On n'a pas vu ça. On a juste vu un gardien bien positionné. C'est une qualité. Mais on l'a pas vu spectaculaire comme on a pu le voir dans les années auparavant. Et ce qui nous a fait aimer Bush, c'est ses réflexes. Oui. Ses réflexes. Et il en fait pas, cette saison. Et c'est tant mieux encore. Mais oui, il y a un hype sur Bush cette saison. Normal. Bush vient avec l'aura de Joel Batz derrière. On aimerait croire que Batz contribue à l'amélioration évidente là, et à court terme de Bush. Mais oui, le 0 fait bien paraître. 3 défenseurs centraux efficaces le fait bien paraître. Et c'est tant mieux. Moi, je dis, il profite d'une défense centrale qui est solide et solidaire surtout, qui joue simple. Et Bush n'est pas obligé de faire 15 000 arrêts, n'est pas obligé d'être le héros à chaque fois pour ensuite nous décevoir en fin de saison quand il fait pas l'arrêt parfait. Je trouve qu'il fait un bon travail. Je trouve le commentaire un peu dur de notre auditeur et notre fan par rapport à Bush. Peut-être qu'il veut compenser l'amour infini qu'on donne à Bush. Pour voir amener les gens vers sa réalité. C'est normal. Je comprends ça. J'ai de l'empathie par rapport à sa position. Sur Evan Bush. Il faut pas oublier, l'année passée, c'était un plus gros échantillon, là, ce commentaire, mais l'année passée, la fameuse statistique, le expected goals, où on qualifie un peu les tirs auxquels un gardien fait face versus les buts accordés. Bush était dans le bas de la ligue. C'était vraiment celui qui produisait le moins d'arrêts de qualité. Cette saison, après seulement 4 matchs, c'est sûr qu'avec des jeux blancs, peu importe la qualité, il va avoir des belles statistiques. Cette saison, après 4 matchs, il se retrouve parmi les 5 meneurs. Mais c'est un jeu collectif. Un gardien va dépendre essentiellement de sa structure défensive devant lui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu à sauver le match. Là, on va voir s'il va être capable, une fois de temps en temps, de sauver un point ou de sauver un 3 points. Ce qu'il n'y a pas eu à faire jusqu'à maintenant. Non, c'est vrai. Puis, vraiment, je dis souvent, j'ai jamais eu l'impression que Bush était un blocage, un bloquant à ce que l'Impact gagne la Coupe MLS. Du moins, je l'ai pas vu dans une situation où je me dis oui, il aurait dû. C'est à cause de lui que l'Impact n'a pas allé au prochain niveau. C'est pas comme, le PSG avant Neymar et le PSG après Neymar. Tu vois, je vois pas Bush dans ce genre de scénario. Mais c'est clair que l'Impact, si vraiment un autre gardien plus compétent, puis Bush fait échanger ou devient deuxième,
il y aurait pas de scandale par rapport à ça. C'est tout. Moi, Bush, il est ce qu'il est. Je trouve qu'il aura quand même marge de progression malgré son âge. Et puis on verra ce que ça va donner, mais du moins ses sorties aériennes sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus intéressantes. Ouais. Ça répond un peu à une question que Simon Limoges nous pose. Là. Est-ce qu'on voit tout de suite l'effet bat dans les sorties aériennes, justement dans les corners? Et les relances à la main, Simon parle de ces relances à la main, ça c'est une stratégie plus globale. Ça implique pas seulement l'entraîneur des gardiens. Si on veut relancer à la main, c'est une consigne claire et nette de Rémi qui croit pas dans une formation comme ça où tes deux cibles, c'est Piatti, c'est Vargas, tu sais que tu vas perdre tous les duels aériens de la tête. Exact. T'espères les seconds ballons, récupérer les ballons. Des fois, c'est pas une mauvaise stratégie. Tout à fait. Mais les relances à la main, c'est une consigne de Rémi Garde parce qu'il sait qu'un des points très faibles d'Evan Bush, c'est son pied. Non, c'est vrai. Et puis, vous voyez les matchs maintenant, les gardiens relancent de plus en plus avec la main ou avec le pied, tout court, avec des passes courtes. Bon, c'est pas comme Man City, là, ou comme le Real, là. On va pas exagérer. C'est toujours la MLS quand même. Mais même en MLS, on voit des clubs de plus en plus essayer de relancer intelligemment, construire et donner plus d'espace entre les joueurs pour pouvoir distribuer le ballon et tirer. On a beaucoup plus d'options aussi, là. On joue avec à peu près 8 cibles de disponibles à la main. Exactement. T'as les 3 milieux, t'as les 5 défenseurs. Forcément, tu vas avoir une option assez facile, là. Non, exactement. Puis voilà, en étirant l'adversaire, ça donne plus d'options. Mais encore une fois, ce groupe-là est encore beaucoup trop jeune pour qu'on puisse avoir des convictions à 100%. Mais Bush, il y a des problèmes plus graves pour l'Impact, mais voilà, on verra ce que ça va donner. Andy Rappel nous demande, est-ce que pour le prochain match, on continue avec le 3-5-2 ou on retourne au 4-3-3? Ben, un retour, hein, ça fait longtemps qu'on a joué en 4-3-3. Ouais. Est-ce qu'on a une formation pour les matchs à l'extérieur et un autre à domicile? J'ai pas l'impression, Nilton, je sais pas ce que t'en penses, je pense que c'est le 5-3-2 jusqu'à que ça marche pas. Jusqu'à que ça arrête de marcher. À moins que l'intégration de Alejandro Silva va demander un changement de formation. J'ai un doute, mais encore une fois, je sais pas trop ce qu'il vaut encore, ce joueur. Il va jouer dans quel poste exactement? Clairement, un poste offensif, mais comment, avec qui, dans quelles conditions? Mais moi, je vois le 5-3-2, tu ne changes pas qu'une formule gagnante. Et surtout quand tu joues à l'extérieur, encore une fois, plus t'as de joueurs dans l'axe, plus t'as de l'assurance. Quand t'as Fanny qui joue très bien, t'as Cabrera qui est en confiance, qui se fait épauler par Fanny, t'as Reta qui fait le travail, t'as Camacho qui arrive, probablement qui va jouer contre New England. Donc on voit qu'il y a des options et je vois pas Rémi Garde changer sa formation, à moins que par exemple New England sont très forts avec leurs ailiers, donc peut-être il va chercher plus d'espace, donc il se dit son 5-3-2 va être encore plus justifié en mettant une ligne plate, une ligne à 5 assez plate, et puis peut-être ça va confirmer ses convictions là par rapport à une ligne défensive à 5. Mais voilà, je vois pas pourquoi il changerait quelque chose qui marche, surtout qu'avec les joueurs qu'il a à disposition, c'est surtout ça la clé. C'est surtout ça la clé. Il l'a dit dès le début, il a dit que c'est un entraîneur. C'est pas un entraîneur d'un seul schéma, c'est un entraîneur pragmatique. Il essaie d'avoir la meilleure équipe avec les joueurs disponibles. Présentement, au niveau de l'attaque, il n'y a pas grand-chose disponible. Il y a un Matteo qui est disponible. Il y a un Jackson qui est pas à 100%. Il lui reste quoi? Il lui reste plus d'attaquants purs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en surplus? Il y a en surplus des défenseurs centraux. C'est bizarre de dire ça, mais présentement, il se retrouve avec un surplus de défenseurs centraux efficaces. Donc, il renforce la défense. Il est béni des dieux d'avoir un Piatti qui est capable de créer l'offensive du club à lui tout seul. Et il espère, comme ça, aller chercher un seul but, garder le 0 derrière, puis c'est comme ça qu'il va gagner ses matchs. S'il va le tout pour le tout à l'attaque, il se brûle parce que dès qu'il concède un but, ça demande encore plus de créativité, de magie, de Piatti. Oui, Vargas a 2 buts, mais Vargas n'a pas créé ses buts, là. Il n'a rien créé à part ses buts. Il a bénéficié de Piatti. Mais il me dérange. Au prochain match, oui, il y a ses qualités. Je veux dire, les coups francs, il y en a un qui les cible, c'est déjà ça. Ouais. Mais on peut pas se fier uniquement, on peut pas se fier beaucoup à Vargas dans les phases, dans la construction du jeu.
On a besoin de quelqu'un d'autre. Là, présentement, un Taider va construire plus. Présentement, Piette, je l'ai vu construire des jeux plus dangereux. Oui. Je parle pas de finition. Finition, c'est une autre chose. Être dans la boîte puis finir le jeu, c'est une qualité. Mais je veux dire, construire, c'est pas évident. Donc, lui, il va préférer, d'être fort derrière puis d'y aller comme ça avec des contre-attaques. Tant mieux, si on peut briser un jeu plus haut en même puis que la contre-attaque se fait en 2 passes. Mais encore là, ça va dépendre. Est-ce que Silva va venir changer le schéma? Est-ce que Silva va simplement être incorporé dans un schéma qui fonctionne déjà très bien? C'est plus facile de rajouter un joueur dans un schéma où tout le monde sait déjà comment un peu jouer que de changer tout d'un coup vers un 4-3-3. En plus, avec un joueur qu'on connaît moins, c'est un peu dangereux, mais bon. Mais en théorie, si Silva rentre, c'est pour remplacer Krolicki poste pour poste. On le sait pas, mais ça, c'est à la limite. Oui. Surtout que Krolicki a eu 3 rôles différents dans les 3 matchs dans lesquels il a joué. Oui. Défensif, relayeur, offensif. Match-là, c'est le match où il mérite le moins de sortir. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on descend Vargas, parce qu'on l'a présenté comme un milieu offensif, est-ce qu'on descend Vargas à la place de Krolicki, ils ont fait jouer un Silva Piatti ensemble? Ou est-ce qu'on finalement, parce que Petrasso est blessé, parce que Duval n'est pas nécessairement une solution présente, une solution à court terme viable, est-ce qu'on se dit, Silva, on va le mettre comme un vrai un wing-back à droite? Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Là. On ne sait pas trop les qualités défensives de Silva. Est-ce qu'il est capable de jouer dans un système un vrai 3-5-2 avec il y a beaucoup de choses disponibles dans les cartons de Rémi Garde. Puis l'avantage qu'on a, c'est que les équipes adverses sont vraiment dans le flou présent avec l'Impact de Montréal. On l'a entendu dans le dernier match. Les autres équipes regardent l'Impact de Montréal, ne peuvent pas se fier à aucun vidéo, sont pris un peu pour être en mode attente pendant 15 minutes, voire 30 minutes pour décider un peu comment changer la technique de match. Là, ça fait 2 matchs qu'ils jouent comme ça, les équipes vont être un peu plus prêtes. Mais Rémi Garde a tout le temps cette possibilité-là. Il peut jouer avec des cartes surprises là, à tout moment. Non, c'est vrai. Et puis il a l'embarras du choix, surtout. Dans un monde parfait, on aurait vu Camacho et Silva jouer titulaire contre Seattle. Ça aurait fait un match de moins d'attente pour voir qui fait quoi, qui joue comment et à quoi ça ressemble et ça mange quoi l'hiver. Donc, ça c'est vrai. Et je pense à Tony Litton, j'ai pas grand chose à rajouter là, t'as été parfait. Juste pour dire pour conclure, ajouter ma contribution à ce débat-là, c'est pour dire Rémi Garde est pragmatique, il va changer de formation s'il y a besoin de changer de formation, mais en même temps, je pense que la rigueur défensive est sa priorité numéro 1. Ouais, tout à fait. Il s'intéresse pas du tout, il aimerait vraiment gagner les matchs 3-0, 4-0, mais ça ne tente pas de faire comme El Trafico et les Galaxy et les FC faire un 4-3. Et on l'a vu. Ça n'intéresse pas. À la mi-temps du match où Seattle perd un joueur, il n'y a rien changé. Exactement. C'est la preuve que lui, il allait là, son plan de match était pour ne pas prendre de but, un bon résultat, c'est un match nul. À 10 contre 11, son match nul était presque assuré. Oui. Tant mieux si on marque un but. Et s'il faut un but à la toute fin, je vais le changer. Mais en attendant, je vais essayer de marquer malgré ce système-là. Exactement. Mais si par exemple c'était un match couperé, un match de play-off, il aurait un changement, ça c'est sûr. Oui, c'est pas un play-off, là. On est en mode championnat. Exactement. Donc il a amplement le temps de faire ce qu'il a à faire. Et c'est pourquoi il n'est pas dans le rush, il n'est pas pressé, il va faire ce qu'il a à faire. On lui a donné plus d'outils pour travailler avec. Maintenant qu'on laisse travailler, j'ai hâte d'avoir des débats beaucoup plus détaillés par rapport à ce qu'il a mal fait ou bien fait, que de dire s'il avait ça, s'il avait pas ça, qu'est-ce qui serait passé. Là, on a hâte de voir le produit se développer, puis devenir un peu plus mature pour que je sois prêt à lui rentrer dedans ou à lui donner des éloges. Voilà. Sinon, Steph nous demande, Piet, est-ce le meilleur numéro 6 depuis longtemps? C'est le seul. C'est le seul numéro 6 que l'Impact a eu. Après, ok, Colin Warner, disons que c'est un numéro 6. Non, c'est pas un 6. Ok, Philippe un peu, ok. Non, en termes de joueurs qui ont joué le rôle de numéro 6 au sein de l'Impact, Piet est le meilleur.
Ça, c'est sans équivoque. Le seul 6 qu'on a eu, mais il était vraiment en fin de carrière et on l'a fait jouer comme défenseur droit, c'est Rio Coker. Oui. Mais il était pas mal usé. Exactement. Je pense que tu l'as bien dit. Là, ce qui est bien, c'est que oui, Piette, on l'a vu l'année passée. Mm-hmm. L'année passée, on a vu c'était quoi un milieu défensif. Oui. Quand Piette est arrivé. Aujourd'hui, on voit un Piette avec une petite dimension supplémentaire. Oui. Il y a un deuxième objectif une fois qu'il a gagné le ballon. L'année passée, il gagnait le ballon, il la donnait, that's it, that's all, et son travail était fait. Mm-hmm. Maintenant, on voit des prises de risque offensivement. Il est plus posé, il est calme avec le ballon. Il prend aussi des risques défensivement. Il va chercher le porteur de ballon, même s'il est loin devant. Mm-hmm. Mais ça aide quand tu as 3 défenseurs centraux. Là, que tu peux faire ce genre de travail-là. Tout à fait. Tu peux respirer, puis tu n'es pas obligé d'être le corps de tout et tout faire. Et en même temps, tu as Taider, tu as Kroliki, tu as Piatek-Vedeco, tu as Vargas. Donc, tu as tout ce mouvement collectif qui aide beaucoup. Ça, c'est sûr. Un des joueurs qui est en train de bénéficier grandement du staff actuel de l'Impact de Montréal pour sa carrière, c'est vraiment Samuel Piette. Oui. Et puis, c'est en termes de recrue, disons, locale, entre guillemets. Pas une recrue d'un nom fancy international ou d'un grand nom, international ou pas. Piette, c'est vraiment une recrue vraiment parfaite, là. C'est pas cher. C'est comme, tu vois, je vais faire une métaphore, je veux pas que Samuel Piette soit insulté, là, c'est un compliment. Mon pote, c'est comme tu vas au village des valeurs et t'as acheté une Nintendo neuve alors qu'elle est d'usager. C'est ça qui est arrivé. Voilà. Si tu vas au village des valeurs, tu t'attends à... Le vintage, c'est rendu cool. Ouais, c'est vintage. Il est vintage numéro 6, old school un peu. C'est vrai. Tu t'attends à avoir quelque chose de usagé, mais en fait, c'est neuf, c'est tout beau. Quelqu'un l'a mis par erreur, puis boum, t'as une Nintendo toute neuve, t'es content, tu joues à Duck Hunt. Donc voilà, Piette, c'est clairement c'est vraiment le symbole de quelque chose, d'un recrutement, je dirais pas sur le tas, pas réactionnaire, mais on savait qu'il y avait des mouvements avant la Gold Cup, mais la Gold Cup a confirmé, ok, le gars is for real, s'il vous plaît, il faut qu'on signe parce qu'on a personne qui est capable de défendre comme du monde au milieu de terrain. Il est jeune, il est athlétique, il est costaud. De temps en temps, j'ai l'impression que c'est un joueur de rugby, là, tellement qu'il a l'air tout le temps à jouer bas et à être agressif, là. Donc, il est très costaud dans son jeu. Il muscle son jeu, comme dirait un certain Aimé Jacquet. Et puis, je trouve vraiment, il est rafraîchissant. C'est ça pour un joueur de 3e division d'Espagne. Exactement. Ou de 2e division allemande, il passait par le centre de formation du FC Metz, si je me rappelle bien, c'était ses débuts. Donc, tout ce beau monde-là, ça aide. Et puis, en allemand, quand t'es épaulé par des bons joueurs comme Taider qui mélange bien l'offensif avec le défensif, Kroliki qui se sacrifie pour l'équipe, t'as Fanny qui est là, Cabrera qui monte, qui sont agressifs, même Lovitz, je trouve que défensivement il s'améliore de plus en plus. Pas le meilleur latéral gauche du monde là, mais j'aime bien l'agressivité, puis on voit que Lovitz il se développe, il s'améliore. Puis c'est la confiance, si tu joues, tu le sauras. Et je trouve ça vraiment vraiment excellent. Et Piette, c'est une des pièces On s'ennuie pas trop d'Oyongo pour l'instant. Non, mais offensivement, Oyongo était intéressant, Little Mangreta. Je comprends un peu ton petit jab, uppercut sur Oyongo, mais en tout cas, il faut que ce soit Oyongo ou Lovitz, il faut que ça centre beaucoup plus vers la surface. Ou même... Ouais, mais il faut des cibles, là. Oui, mais t'es pas juste centré dans l'air, là. Tu peux centrer, faire des passes au sol, tu sais, Lodero, quand il a failli marquer 2 fois, il sautait pas, là. Le ballon lui arrivait au pied. T'as pas besoin d'avoir des centres 10 mètres de hauteur, là. Tu centreras le sol, tu fais des passes, tu coupes vers l'arrière. Puis voilà, quoi. Piatti, Vargas. On a appris à l'aimer avec ses qualités, Lovitz. C'est un bon soldat. Exactement. Et puis voilà, pour conclure sur Piette, encore une fois, c'est une pièce maîtresse de tout dispositif d'un club MLS. Et je trouve qu'il est excellent. Je sais pas ce qu'il vaut par rapport à d'autres numéro 6 dans la ligue, mais pour l'Impact, il est parfait. Sinon, Alexis nous demande que fait Victor Cabrera de mieux cette année comparativement aux années passées? La réussite? La concentration? Peut-être. La confiance? La confiance. Et c'est encore tôt. Le calme sur le terrain? Le calme. Est-ce qu'on se donne une gêne puis on se dit on se parle dans 15 matchs? Oui, ça c'est sûr. On se parle dans 10 matchs, mais... Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de séquence-là en début d'année. C'est pas la première fois qui tout d'un coup, il s'efface. Oui. Mais, je sais pas, hein, c'est le non-verbal, c'est
sa démarche sur le terrain, on ne le voit pas. Oui, il va en manquer. Hein. C'est quand tu jaillis comme ça, tu sors de la défense, c'est sûr que tu vas manquer des coups. Mais on voit que c'est un joueur différent. Il a l'air, comme tu dis, très, très confiant dans ses prises de décision. Ouais. Pourquoi? Parce que probablement, si lui la rate, c'est plus juste Simon derrière qui va essayer de tacler en catastrophe en lui criant après. Exactement. Ce qu'il va avoir derrière, c'est 2 autres défenseurs centraux, voire un latéral droit, voire un Piette. Cabrera a joué. On a dit tantôt que Piette, c'était le seul du 6 que Montréal a eu depuis qu'il est en... Mais Cabrera a jamais joué avec un milieu défensif, dans le fond. Oui. Et Cabrera était obligé de jouer pour 2. Il était obligé d'être défenseur central. Il était obligé d'aller intercepter, de faire le pressing que Donadel n'était pas capable de faire. Donc, forcément, il avait l'air fou quand il ratait. Et là, en plus, il y a un autre défenseur central pour l'aider. Tu sais, oui, il fait encore ses passes des fois, c'est pas tout à fait ça, mais Cabrera sera jamais parfait. Là. Si Cabrera avait été parfait, il serait resté à River Plate là, après l'académie. Là. Mais physiquement, cette saison, il est présent de la première minute à la dernière minute. Oui. Non, c'est vrai. Puis on voit qu'il est des mots parfaits. Il est présent. On voit pas des errements, c'est encore tôt dans la saison, mais on voit une concentration, une discipline. Avoir le backup de Fanny et Raitala aide beaucoup. Et ça me dérange pas du tout de le voir continuer à être plus agressif quand il le faut. Puis c'est parfait. Puis en amont, puis les gens qui critiquent pour critiquer, je parle pas de l'auditeur, là, je parle de la personne qui pose la question, mais tout le monde, d'autres gens qui critiquent pour critiquer. Si tu te fais prendre un but par le meilleur buteur de la ligue ou par la star de l'équipe adverse, tu sais, à la limite, c'est normal, tu vois. Mais ne fais pas les mêmes erreurs contre des joueurs lambda, des joueurs moins bons, ou contre les mêmes joueurs si t'apprends pas de tes erreurs. Tu vois, je veux dire, c'est à un moment, c'est pas parce que Cabrera s'est pris un but parce que Kakamara est la défense sur une tête. C'est pas le premier qui se fait battre d'une tête. Voilà, le centre est parfait. Voilà, et c'est pas le dernier. Donc on parle du premier match contre Vancouver. Donc Cabrera, il est pas parfait, mais je trouve que il fait le travail. Encore une fois, peut-être l'an dernier, il faisait partie des déceptions par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à lui, mais honnêtement, il fait le travail. Tant qu'il est physiquement sharp, qu'il est concentré, et que voilà, il faut pas oublier l'impact joue très bas là. En général, contre Seattle, se jouait un petit peu plus haut. Dans l'axe, il avait pas la vitesse de Wilbur n'était pas assez rapide pour jouer dans le dos de la défense assez régulièrement. Donc ils avaient pas l'air de faire du rattrapage sur chaque action. Sauf le côté gauche de Seattle où ils étaient vraiment à fond à 100% avec notre ami Buana qui était vraiment très très fort. Et puis Lodero, c'est Lodero, c'est comme Piatti, hein, il fait ce qu'il veut, j'ai le ballon, laissez-moi tranquille. Ouais, dans les deux cas, les joueurs étaient incertains pour ce match-là, il faut pas oublier. Là. En plus, il leur manquait d'MC, à l'attaque, ils ont quelques problèmes, tu sais, leur backup, c'est Harry Shipp puis Lamar Nigel. Il commence à manquer des options pour Seattle. Exactement. Donc, les joueurs étaient là, étaient probablement pas à 100%, donc a perdu. Exactement. Mais pour Cabrera, il fait le travail, il y a pas de problème. C'est quoi qui a changé? Je veux dire la concentration et la discipline. Puis on verra dans 5-10 matchs comment ça va évoluer. Praknor Singh nous demande s'il manque un latéral droit de qualité. Est-ce que la question veut dire est-ce qu'il manque un latéral droit de métier? Oui. Mais ils ont un projet. T'sais, clairement, Petrasso, c'est leur projet de latéral droit. Il est là pour être développé. Oui. Ils espèrent en faire un latéral droit de qualité. Il en faut, hein. Il faut du monde local. Il faut des Nord-Américains. Tant mieux, en plus, c'est des Canadiens. Ils vont pas abandonner Petrasso après trois matchs. Ils vont l'utiliser à fond pendant une saison. Ils vont probablement l'utiliser à fond. Si ça fonctionne pas cette saison, ils vont quand même revenir avec lui l'année prochaine, selon moi. C'est un projet à long terme. Tout à fait. J'ai pas vu le match Canada-Nouvelle-Zélande, là. Je pense qu'il s'était blessé pendant ou après le match. Mais voilà, j'ai pas vu le match. C'est latéral droit classique, là. Mais voilà, c'est lui en ce moment. Duval va être son backup. Mais si la question voulait dire latéral de métier, genre, je sais pas moi, comme Rod Fanny quand il était... si la question c'est est-ce qu'il faut aller recruter un latéral droit de qualité, c'est non. Ouais, pour tout de suite, non. Pas pour tout de suite. C'est pas un bloquant pour
pour cette saison, du moins Mais pour l'évolution. Il faut pas oublier, l'évolution. là, le recrutement, va falloir faire attention, là, c'est pas illimité. C'est 20 places seniors. Là, présentement, avec les blessés, il y en a 19 de comblés. Mais ça inclut la présence de Diallo et de Donadel sur la liste des blessés. Donc, il va falloir sortir du monde. Hein. Si on veut rajouter, il faut en sortir. Exactement. Donc, Edwards, par exemple, sa force, c'est qu'il n'occupe pas une place senior. Il occupe une place dans la réserve. Exactement. Donc, la MLS, il y a toutes sortes de contraintes dans la MLS. Les spots internationaux, on a appris ça assez rapidement au cours de cette année. Mais il y a les spots seniors. Il faut savoir bien les utiliser. Si on se retrouve avec 6 défenseurs centraux, ben ça veut dire qu'il va nous manquer de la place pour un attaquant ou pour un milieu central. Donc là, l'équipe, comme elle est construite là, un latéral droit de qualité supplémentaire, ça serait hyper étonnant, à moins qu'on l'échange du Val. Exactement. Et l'Impact n'a pas un problème de riche comme Toronto qui a déjà une base et qui ont dit on va prendre Vanderbilt comme latéral droit. Dans leur on va le donner numéro 9. En plus, dans un 3-5-2 très agressif. Je pense que Toronto... On va peut-être finir comme ça, nous aussi. Hein. Si on met Silva à droite comme latéral droit, ben... Il aura le numéro 10. Et puis non, c'est vrai. Et puis, pardon, le numéro 9. Numéro 10, c'est Piatti. Non, c'est ça. Latéral droit, il n'y a pas besoin pour le moment. C'est next question. Docteur Gab nous dit, Kroliki est-il le prochain Marlus? C'est-à-dire, il est toujours partant? Ou il est là en attendant avant de réchauffer le banc pour Silva? Je pense qu'on est d'accord, il est là en attendant. Il fait le travail, il est plaisant à avoir joué, il est fidèle au coach, fidèle aux consignes. Si Silva ça marche pas ou il a besoin de Kroliki pour entrer dans le match, il va rentrer. Mais on attendait tous un troisième milieu de terrain offensif pour compenser le jeu de Taider et Piat. Silva c'est le gars, Kroliki va retrouver le banc. Et puis, Silva va faire le travail. C'est mon humble opinion, Nathan. C'est ce que je pense aussi. Oui, c'est sûr que à terme, le plan de Rémi Garde, c'est d'avoir Kroliki comme un joueur de profondeur sur le banc. Si tout le monde avait été en forme, je suis même pas sûr que Taider aurait joué le match à Seattle. Là. Il était brûlé. Là. Oui. Lui-même l'a assez dit sur Instagram. Il comprenait pas. Là, il venait de réaliser que Montréal-Seattle, c'est long, hein? C'est aussi long que Montréal-Suisse. La Suisse, là, c'est fou. Il a pas compris, là. Hein? C'est comme si Bologne allait jouer au Qatar, là, tout d'un coup, au milieu de la semaine. Là. Il l'avait pas compris. C'est fou, hein? Donc, oui, mais on se rend pas compte, hein. Tu sais, les joueurs, ils sont fatigués. Ouais, mais c'est long, des trajets, là. Il a fait le tour de la planète, là, en une semaine. C'est épuisant. Juste Toronto-Salt Lake que j'ai fait la semaine dernière, c'est 4 heures de vol. Ouais, mais toi, 3h45. C'est pas pareil. Au niveau. J'ai fait après Denver-Montréal, c'est 3h45. C'est un bon 4 heures. C'est fatigant. Regarde aujourd'hui, ça paraît pas que t'es fatigué. Non, je suis en pleine forme, comme tu vois. J'ai pas encore fait de rent qui peut être indicatif de mon état physique et mental. On va éviter de nommer des gens pour te provoquer. Exactement. Mais oui, Silva, c'est une question de temps d'être dans le 11, mais c'est encore très, très tôt pour savoir où il va se retrouver sur ce 11-là. J'ai très, très, très hâte de voir ça. Puis Rémi Garde va nous faire une autre petite surprise. Exactement. Et on a hâte de voir ce que Silva vaut, ce qu'il fait. Et puis Kroliki, c'est quand même une option intéressante si tu veux un joueur agressif qui est en excellente forme, qui fait du pressing, qui va chercher le ballon et qui a une certaine touche offensive qui est pas dégueulasse. Dans le sens, ça reste à travailler un peu. Il y a du courage, on va dire ça. Steve Bégin. Voilà, le Steve Bégin de l'Impact de Montréal. Et voilà, on a combien de quotas de références de hockey? Non, de références. C'est mainstream. Non, de référence CH, là, pardon. Le hockey, on sait pas c'est quoi. Ici, c'est CH, mon ami. Le hockey, je connais pas, man. Hockey. Le retour de Marc Belletête. Ça faisait un petit bout. Aucun but venant de la construction. 2 buts sur des contres dans 2 victoires. Est-ce inquiétant ou la plupart des buts de cette année risquent de venir en contre? Ben, je pense qu'il y a la réponse là. Hein? La plupart des buts vont venir en contre. Tant et aussi longtemps qu'on ne trouve pas une solution de construction. On n'a pas encore trouvé cette solution de construction. Oui, Vargas, c'était censé l'être. Silva devrait aussi amener cette construction-là. Mais c'est pas plus mal. On s'en fout de quelle façon qu'on marque un but. C'est pas déshonorant de marquer un but en 2 passes.
C'est juste une autre technique. Oui, non, c'est vrai, mais quand il parle de construction, il s'attend à voir Toronto, c'est ça qu'il veut dire. Parce c'est plus, Toronto, c'est plus du type tiki-taka, là. Tu gardes le ballon depuis 5 minutes et là, boum, on marque un peu. Mais il y en a pas tant que ça de buts, hein. Tu sais, on rêve à du football de possession avec efficacité, mais regardez les matchs, là, c'est assez, à part les gros clubs, là, on parle de très gros clubs, là, on parle de Man City, on parle de Barcelone, on parle du Bayern. Ça, c'est du haut niveau, ça c'est... Ça, c'est 11 joueurs qui sont capables de voir le jeu d'une façon unique. La construction... Puis c'est pas n'importe quel 11 joueurs aussi, là. C'est des joueurs d'élite. Exact. Qui ont été recrutés à entre 30 et 100 millions d'euros ou de livres sterling de transfert, donc, en termes de transfert. Donc, il y a beaucoup, là. Tu sais, c'est pas nécessairement, c'est pas gratuit. C'est pas, tu sais, le transfert le plus cher de la manette, c'était, Barco, c'est ça, Atlanta? Pour 15 millions de dollars US. Ça, c'est le plus gros transfert. Pour ce prix-là, en IPL, t'as genre le latéral gauche, titulaire à Southampton. Peut-être. Non, c'est exactement. Donc, oui, pour répondre à Marc, le 75%, voire 80% des buts de l'Impact de Montréal vont venir de contre-attaque. Faudrait juste maintenant développer les phases arrêtées. Il y a ça aussi. Et... ça aussi, c'est des occasions assez ratées, là. C'est vrai. Moi, les coups francs directs, on sent qu'il y a un certain danger avec Vargas, peut-être Piatti, Taider aussi peut dépanner. Je pense que c'est surtout Vargas et Piatti, là. On verra pour Silva. Silva, c'est le facteur X. Qu'est-ce qu'il vaut? Comment il va jouer? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un suiveur qui va suivre Piatti? Est-ce que c'est un gars qui est dans la percussion? Est-ce qu'il a un gars dans la passe, Est-ce qu'il aime... La clé, c'est combien de temps que ça va prendre à Garde pour figurer son utilisation. Exactement. Et aussi, si tu veux la construction, Nilton, tu as aussi l'option Lin Yuan. Il vient pas, j'ai aucune idée en ce moment. Mais un joueur du profil de Lin Yuan. Mais là, on s'en va vers lui vendredi. Ouais, peut-être déjà un premier move. Voilà, il va juste switcher de vestiaire, c'est plus facile. Mais c'est ça. Okay. Donc c'est ça. Donc, mais en termes de, tu recherches la construction, il te faut les joueurs. Si t'as les joueurs, il faut que tu prennes le temps de le faire. La conviction que le staff le mette en place. Là, en ce moment, contre Seattle, je trouve que c'est un match beaucoup plus équilibré, up and down, où l'Impact construisait. Genre, je veux dire, ils essaient de construire, essayer de faire des jeux. Bon, il y avait le carton rouge qui aidait évidemment contre Seattle, mais on voyait une certaine différence. C'était pas le déséquilibre Toronto-Montréal. Et c'était beaucoup plus proche du Columbus-Montréal, première mi-temps, deuxième mi-temps, que le débalancement contre les Reds de l'Ontario. Et puis, je vois qu'il y a un schisme clair entre ces deux types de matchs-là. Et je trouve que, en MLS, tu peux le faire. Et surtout, j'espère que ça prouve mon point, c'est que quand t'as Vargas comme ton attaquant de pointe, donc tu peux pas te permettre à juste balancer des ballons tout le temps. Tu peux le faire. Si par exemple il s'isole sur un côté, personne le couvre, il peut prendre le ballon, temporiser puis monter avec. Ça c'est possible. Mais quand t'as pas nécessairement une référence en pointe, je vais utiliser l'exemple de Will Brain par exemple, qui en fait avait une très bonne chimie avec Lodero au fait, t'es obligé de jouer plus haut. Le bloc joue un peu plus haut. Donc, tu te dis, j'ai pas besoin de mettre 4 attaquants, ou même, peut-être j'ai même pas besoin d'en avoir un. J'ai besoin que mon bloc joue un petit peu plus haut pour que je puisse imposer un peu plus de pressing sur mon adversaire quand je perds le ballon et si je veux le récupérer. On a vu sur le but, c'est Taider qui va récupérer le ballon. Et offensivement, ça t'aide à traverser moins de distance et surtout être le plus proche possible de la surface, qui est la force, par exemple, de notre ami Piatti. Piatti, proche de la surface, c'est là où il te fait mal. Il peut aider à transporter le ballon, même beaucoup plus intéressant sur un contre ou sur du jeu rapide que sur la construction, parce qu'il a tendance à temporiser puis à vraiment briser le rythme. Mais il te faut les joueurs pour ça. Et Piatti, je pense, si t'as un gars comme Nguyen ou Silva qui prennent ce rôle-là de Piatti, que Piatti prend de temps en temps en reculant un peu plus bas, tu le libères pour être ton deuxième attaquant, il va faire encore plus de dommages. Puis il pourra facilement marquer 25 buts si Piatti reçoit de l'aide du milieu de terrain. Si t'as Taider, Piet, Silva, je trouve que si ça marche autant qu'on l'espère, Piatti va juste en profiter.
Tout à fait d'accord. Merci, monsieur. Vincent nous demande pourquoi on n'entend plus parler de Raheem the Dream Edwards. Raheem the Dream. Ben, regarde, hein, il a perdu Parce qu'on ne joue plus en 4-3-3. Exactement. On joue pas 4-3-3. Puis même, il a joué avec Toronto et en 3-5-2, là, il a joué quelques matchs, puis il était sur le banc. Regarde, c'est une question. On savait que Petrasso était le deuxième choix à côté droit. Vargas peut-être, puis dès que Silva a signé, on savait que bon, les jours de Raheem Edwards comme titulaire sont comptés, mais t'as besoin d'avoir un 15, 16, 17, 18 joueurs qui sont disponibles, et je trouve que c'est parfait pour. Oh, il va en avoir encore du temps de jeu, c'est sûr. Exactement. Il y a encore du temps pour se rattraper et faire des choses, mais vraiment, il faut pas se plaindre. Hein. Silva, s'il est bon, ben merci Edwards, tu seras un excellent backup, puis il faut en profiter. Alexandre Guindon nous demande, est-ce que la performance de Króliki est la meilleure d'une recrue issue du Super Draft de l'histoire de l'IMFC? Wow, c'est 4 matchs. Ouais, on se calme. C'est en termes de... Il y a quelqu'un il y a Montréal Impact Fan qui a dit, je pense que le but de Porter, c'était le moment. Hein? Porter, c'est celui qui a le plus contribué. En une shot, il a fait l'histoire. Ça, c'est un fait. Honnêtement, en termes de... Oui, ça, je suis d'accord. En termes d'impact immédiat dans ta première année, dans tes premiers matchs, oui. Porter, c'est l'action. Porter, c'est... En fait, avant Zlatan, il y avait Porter, juste qu'on l'avait pas réalisé. Et ensuite... Il y a Fisher, mais lui, ça y a pris plus qu'une saison. C'est ça. Donc, Króliki, si on parle de nombre de matchs joués titulaires sans avoir joué avant la MLS, Króliki, c'est le meilleur début d'un rookie qui n'a jamais joué avant ça. Moi, je pense que Fisher, il a joué un peu. Mais en plus, il y a eu Miller qui a aussi joué, qui a commencé tout de suite assez rapidement à droite. Miller, un peu, oui. Peut-être Zarek Valentine, peut-être. Mais ce qui est étonnant, c'est un choix de 3e ronde. Exact. Ouais, mais lui, il est arrivé de nulle part. Déjà, Miller, c'est assez... c'était un choix assez haut, hein, non? Miller, c'était un choix de... Top 10 ou... 5e choix. Ouais. 5e choix. Non, mais regarde, le draft, ça vaut ce que ça vaut. Le draft, ça vaut ce que ça vaut, là. On a un excellent recruteur, là, dans l'équipe de... En plus, il coach. Donc, il combine 2 emplois. 2 pour 1. Donc, juste d'un coup d'œil, il a déjà vu Króliki. J'ai déjà hâte au prochain draft. On va voir ce que ça va donner. Hein? On échange tous les choix de première, deuxième ronde, mais hop, on prend de l'argent cash, et du TAM et du GAM, puis on choisit, on va choisir le prochain Dom Dwyer en 3e, 4e ronde, là, par téléphone. Même pas en personne, là. Ça se fait par téléphone en plus. Parlant d'Edwards, Samuel Bluto nous demande, est-ce que Edwards va servir à l'Impact pour un échange? Il va y avoir de la compétition à droite, même avec Silva. Oui, peut-être, mais quand tu m'as fait réaliser qu'il y avait il prenait pas un roster, un spot, une place de senior, je trouve que sa valeur, elle est énorme, là. Ouais. C'est 50 000 seulement de salaire, hein. Déjà, c'est bon. C'est pas un spot senior. C'est, même s'il joue pas, même si c'est juste un joueur de profondeur pour le restant de l'année, il vaut beaucoup. Exactement. Donc, sa valeur est là. Puis, s'il y a personne de l'académie qui souffle, qui est proche derrière lui pour le détrôner, donc, normalement, il n'y a pas d'orage de l'échanger. Puis, à moins qu'il y ait une mauvaise attitude ou que finalement devient trop cher, normalement, j'ai aucun problème à ce que Edwards reste là. Puis, on verra. La profondeur, ça va nous manquer quand on l'a plus. Hein. Ça, c'est clair. C'est comme le soleil. Quand il se couche, il fait nuit. C'est aussi ça que ça. C'est de l'analyse, ça. C'est de l'analyse. Incroyable. Hein? L'eau mouille, puis le soleil se lève. Kevin Couture nous demande quel sera l'avenir de Marco Donadel. Marco Donadel, si sa blessure quelque chose qu'on sait pas. Si sa blessure est si grave que ça, moi je m'attendais vraiment qu'il prenne sa retraite là. Le fait qu'il ait été renouvelé, j'étais étonné. Je m'attendais qu'il prenne sa retraite et qu'il rejoigne le staff technique ou quelque chose qui dépanne l'Impact, qu'on lui donne une petite job pour pouvoir s'intégrer professionnellement, comme d'autres joueurs le font en MLS et ailleurs dans le monde. Voilà quoi. Il est sur la liste, c'est ça, la liste des blessés, c'est ça, des able list. Donc, jusqu'au mois de mai. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un petit rouage, une petite combine financière et de place de roster qui est place dans l'effectif que l'Impact joue avec? C'est possible.
Ouais, mais honnêtement, est-ce que tu as besoin de Donadel? C'est la façon, là, ça n'a pas été annoncé par le club. Comme beaucoup de fois, là. Ça, c'est... Pourquoi? Ça sent... ce que tu dis pas, c'est toujours compliqué. Là. Les gens vont faire leur propre interprétation. Les gens vont trouver qu'il y a de la magouille. Les gens vont... Là, ça aurait été si simple de le dire. Quel aurait été le désavantage de dire dès le début, mais Marco Donadel, il y a des pépins physiques, tout le monde le sait. On s'en va jouer sur du turf à Seattle. On s'en va jouer sur du turf à New England. On peut, si on fait pas d'échange, le mettre 2 semaines sur la liste des blessés. Comme ça, on va pouvoir le faire. Est-ce que le partisan de l'Impact de Montréal est si idiot pour pas comprendre ces explications-là? Moi, c'est ce qui m'énerve. Ouais. C'est cette façon-là de nous prendre pour des idiots, puis qu'on va prendre ça, on va gober l'information, puis on n'aura aucune réflexion là-dessus. On va juste être des moutons qui va dire on tourne à gauche, on va aller à gauche, puis il n'y a pas de problème. Dites-le. Prenez pas les travers des autres clubs de la ville. Soyez ouverts, parlez. Tu sais, il y a un article d'Antoine DS cette semaine qui a fait le voyage à Seattle. C'est tellement rafraîchissant d'entendre que là-bas, une fois par semaine, c'est le propriétaire, si je me trompe, si je me souviens bien. C'est le GM aussi? C'est le directeur général. Oui. Garth Lawergate. Il parle une fois par semaine aux journalistes. Une fois par semaine, il va parler aux journalistes. C'est normal, là. Mettre dans l'ère des communications, avant, c'était faisable. En 1985, tu pouvais cacher le fait que Shane Corson s'était pété une épaule en dansant dans un bar, puis il a fait semblant de se blesser dans une pratique de hockey pour pas que Jean Perron soit fâché. Exactement. Ça, tu pouvais faire ça. Ouais. Là, on sait tout. Quand tu dis rien, les gens vont eux-mêmes se faire leur histoire. Sois donc clair et net. Dites-les dès le début, ça fait partie du plan. Surtout, c'est quelque chose anodin par rapport au joueur Marco Donadel, qui est une personne qui existe, qu'il faut que ça traite comme un être humain, mais c'est anodin dans le big picture par rapport... Qui est aimé du public, là, on va comprendre. Exactement. Puis, je pense pas que l'Impact prenne les fans pour des idiots, là. Genre, je comprends ta frustration, mais c'est plus une méfiance de communiquer sur ce genre de choses. Ils ont une politique qui se base sur les personnalités des individus qui sont là. Ils ont un plan de communication. Peut-être le coach a dit, moi, je veux rien dire au public. Parce que pour lui, le public, c'est pas juste les fans, c'est aussi les adversaires. C'était une méfiance par rapport à ça, la compétition, blablabla, yada. Sérieusement, mais à la fin, a fait un plan de match selon la présence ou non de Marco Donadel sur le banc. Non, pas du tout. Non. Ils s'en foutent totalement. C'est pour ça qu'il faut... Arrêtons de nous prendre pour des idiots. C'est pas de Piatti qu'on parle, là. On parle d'un truc vraiment bénin, c'est-à-dire la présence ou non de Donadel et les aléas d'une construction d'effectifs avec les règles MLS. Ouais, exactement. C'est simple. C'est simple. Bon. Mais voilà, c'est le mystère. Arrêtez d'être fâché. En fait, t'es comme Hulk. En fait, tu es tout le temps fâché. tu te contrôles à rester humain. Voilà. Je laisse ça pour les autres. Exactement. Bon, avec ça, j'ai perdu le fil des questions. Bon, c'était les questions. Allez, bonne journée tout le monde. Merci, au revoir. On vous aime. Une dernière? Ouais, allez, vas-y. Kevin Duska nous demande, un duo Jackson Hamel et Vargas en attaque aurait du sens, non? Répète ça, excuse-moi. Est-ce qu'un duo avec... Ouais, là, le problème, c'est Piatti, on met ça où? Un duo Vargas-Jackson Hamel en pointe. Dans un... Ça peut marcher, oui. Il faut juste... il faut que tu enlèves... Piatti, il peut pas jouer... Il faut que Sylvain soit sur le banc. Ouais, si tu assumes que Sylvain n'est pas là, oui. Mais sinon, ça fait un 4-2, dans un 4-2-3-1. Donc, ok, donc là, même si Piatti est là et Sylvain est là, tu assumes que tu as une défense à 4. Donc ça te ferait un 4-2-3-1, Vargas, Silva, Piatti, Jackson Hamel en pointe. Ouais, ça marcherait, mais t'auras pas 3 défenseurs centraux. Camacho, Fanny et Cabrera par exemple, plus Raitala en backup. Par exemple. Oui, ça se ferait bien. Pour le moment, il y a aucun... C'est le plan D, là. On n'est même pas au plan B. Voilà, ça c'est le plan D, mais le seul attaquant pointe qu'il a, c'est Jackson Hamel. Il est de retour, il est pas blessé, donc... Ouais, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais tant que ça marche, Braga, ça marche à la maison. Braga, ça marche à l'extérieur. Et ça va continuer comme l'attaque en pointe avec Piatti. Dans le 5-3-2 ou le 3-5-2. C'est Piatti Vargas pour le moment. Avec un peu en hâte de voir ce que Silva va donner. Une dernière question. Encore, n'hésite pas. Patrick Lavallée nous demande. Mettons que Joey est en confiance envers son staff et dans un élan de succès et d'excès de vision. Excès de vision, ça, je trouve ça drôle. Il décidait de sortir le moton pour faire un coup d'éclat à la Drogba ou à la Zlatan. Mettons. Oui. Quel candidat de rêve fou, réalisable, auriez-vous en tête? Benzema, on jase. Bon, Benzema, c'est impossible, hein? Il partira pas du Real à Montréal. Non, il faut que le Real Madrid le vire pour qu'il suggère. On oublie. OK, mais il faut un gars de la stature de Benzema. Je parle au niveau du nom. Quoique mais le problème, c'est que Drogba était tellement énorme en tant que nom. Zlatan, ce qu'il a fait pour LA Galaxy, c'était incroyable. C'est 2 buts. C'est magique. En 20 minutes. Il a rentabilisé son salaire en publicité. Exactement. En 5 minutes. Juste les 2 conférences de presse d'introduction et d'après-match. Incroyable. Et les One Zlatan, I gave them Zlatan. C'est ça. Et le nombre de visionnements avec les sponsors potentiels des vidéos sur le site de LA Galaxy. Je parle justement LA Galaxy sur le compte Twitter et Facebook. Juste avec ça, son salaire est payé. Si chaque sponsor donnait 1 sou par vue pour les conférences de presse et le but de Zlatan sur les plateformes du LA Galaxy, c'est payé. C'est payé. Il a été dans les topos de nouvelles à travers l'Amérique, partout en Europe et plus loin encore. C'est réglé, là. Il n'y a jamais eu autant de... on n'a jamais parlé de la malaise autant, je pense, sur une action, sur un joueur, que ce qui s'est passé avec Zlatan. Drogba, ça fait le tour de la planète, mais c'était instantané avec Zlatan. C'était instantané. C'était incroyable. Montréal, regarde. Trouve quelqu'un qui ait le même charisme que Drogba. Il faut que le gars il puisse jouer, être bon. Je m'entends pas qu'il arrive réalisable. Non. Ok, réalisable. Est-ce que Drogba était réalisable, là? Est-ce que tu croyais à Drogba, toi? Honnêtement. Jamais. Ok, donc. Je veux dire, tu sais, oui, on avait 1 an auparavant, on faisait des blagues, il y avait des Photoshop. Même à 36 ans. Même à 36 ans, 37 ans. Tu croyais vraiment à Drogba? Quand j'étais au stade, lors de la présentation de Drogba avec Lopez, j'y croyais toujours pas. Exactement. Et quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, j'avais l'impression d'être devant ma télé avec FIFA et j'avais trafiqué le jeu pour avoir Drogba dans mon équipe FIFA. Tout à fait. Donc, oui, c'était magique. Mais bon, aujourd'hui, il n'y en a pas de Drogba de disponible. Il n'y a pas de vedette. Ouais. Attention, mais c'est même pas une vedette. C'est une méga star. Superstar, méga star. Ouais. Il va n'importe où dans le monde, on va probablement le reconnaître. Ouais. Francophone. Ah, je m'en fous. Non, mais lui, c'était ça. Ah, ok. Il y avait une vedette francophone, t'en as pas beaucoup, honnêtement. Là, tu te limites à quoi? Giroud? Est-ce que Giroud, ça a donné... Non. Je mets des noms. Sur le terrain, oui. Oui. En fait, regarde, on va juste... Ça soit réalisable. Un gars qui cherche. On cherche l'équilibre entre l'aspect médiatique marketing et l'aspect sportif. Maintenant, il faut faire des compromis entre les deux. Il y a juste un nom possible, puis je l'ai lancé ce débat-là il y a une semaine. Le seul projet réalisable, puis qu'il faut sortir le cash, qui va avoir un impact sur le terrain et sur les estrades. Oui. C'est à différents niveaux, là. Oui. C'est Ben Arfa. Ah oui, mais à un niveau genre C. C'est Drogba, c'est A, lui c'est C. Il n'y a pas de A disponible. Non, lui c'est C-. Hein. Là, on parle de C-. Ouais, Benzema n'est pas disponible. Ouais, c'est ça. Mais Ben Arfa, c'est C-. Mais vraiment, genre, ok, c'est sympa. Il est connu à Newcastle puis en France, là, puis that's it, là. C'est genre, on va pas... Respect à lui, là. C'est un joueur que j'adore au niveau technique, au niveau talent, mais voilà. Mais là, c'est là, on faisait des débats Benzema, Drogba et Zlatan, tu me sors Ben Arfa. Je dis, ok. On est vraiment... Qui d'autre? Oui, mais en termes d'excitation, regarde ce que fait Gignac avec Tigres. Pourquoi Gignac viendrait pas à Montréal et faire la même chose? Il est vraiment bien au Mexique. C'est ça, mais imagine l'image qu'il donne. Il travaille, quand il marque, il célèbre, il marque des beaux buts, il est intense, et on voit qu'il est lié à l'ADN de son club et du pays.
Donc, on va clairement une certaine cohésion, une synergie entre les deux. Ça, c'est vrai. Donc, il faut chercher un gars comme Giovinco, c'est-à-dire un attaquant qui est resté un peu dans l'ombre puis qui n'a pas totalement percé, puis nous, on va chercher le cash? Oui, exactement. Il n'y a aucun problème. Et je pense qu'un critère important est que le joueur soit un joueur offensif. Tu peux ramener Nesta à 26 ans, je pense que le Stade Saputo ne se remplit pas. Quoi. Fait que tu veux aller chercher, même pas, j'allais dire Lacazette, mais il est à Arsenal, il quittera pas l'Arsenal. Non, c'est trop, c'est abusé, mais disons, allez, aux îles dans 2 ans, par exemple. Allez, boum. Non, mais attends, on parle de cet été, arrête de me chercher dans 2 ans, là. Tu me s'en fout dans 2 ans. On veut cet été. Tu me stresses, Milton, tu me stresses. Oui, je le sais. Oh, regarde, en amont, il y a pas. C'était Zlatan, puis il y a pas. Je vois pas d'autres joueurs. Il y a un nom qui sort souvent, puis moi, je le veux vraiment pas à Montréal, Balotelli. Balotelli, c'est du grade B, là. Là, on est dans le B. C'est du B, B-, B+, dépendant. Est-ce que tu vois avec lui? Je sais pas. Mais en termes de médiatisation, sa personnalité dans les réseaux sociaux, c'est intéressant. Parce que Zlatan, lui, c'est un pro. Zlatan, ce qu'il fait depuis un bout, c'est un produit, là. C'est un produit marketing pur. Puis, c'est un troller professionnel. Puis je pense qu'il est beaucoup plus gentil en personne que le personnage qu'il démontre. On le voit. Il doit se pratiquer le soir, là. Exactement. Et puis, c'est ça. T'as une combinaison de la performance et de l'impact. Regarde, par exemple, Steven Gerrard. Grand joueur. Sportivement, c'était intéressant et les Galaxy, mais il est venu dans la mauvaise phase du Galaxy. Mais c'est pas la personnalité waouh. C'est pas la personnalité qui est waouh. Donc, il faut vraiment trouver la combinaison. Maintenant, j'ai vu le débat, tu m'as tagué, je sais pas pourquoi tu m'as tagué dans ce débat pour parler de chez Zlatan, grande star, pas grand star. En tout cas, j'ai pas tout lu là, mais merci Nilsson. Tu sais quoi faire après l'émission. Exactement. Bloc. C'est pas d'aller liker toutes mes réponses sans lire. Sans lire, de façon aveugle. Donc, honnêtement, quand on voit ce qu'a fait Zlatan, en termes de juste la présentation et l'image qu'il donne, évidemment en main dans la main avec les Galaxy. C'est LA welcome to Zlatan. You welcome LA. C'est toute sa communication, c'est moi le meilleur, c'est moi qui va vous aider. J'ai gagné là où j'étais, je suis venu en Angleterre, chaise roulante, je suis sorti comme champion. Il a gagné, je pense, une coupe de la Ligue, je pense, avec Mourinho. Donc, il y a tout le message de je suis là. Mais il est fait pour une ville comme LA. Il est fait pour des médias qui vont pogner tout ce qui sort de LA, de New York, par exemple, et de Miami. C'est des grands pôles, disons. Peut-être Chicago, disons. Mais en foot, au soccer, Chicago, je pense que tout le monde s'en fout. Du moins, par rapport à la taille de la ville et sa culture sport. Mais de Major League Sports. Mais Zlatan, c'est le package parfait. Et Drogba, c'était le package parfait, mais lui était beaucoup plus humble. Il voulait pas être sous les projecteurs. Il voulait rester un peu humble comme il a toujours été, mais ses performances sur le terrain, l'image qu'il donne, ses célébrations, sa personnalité du joueur Drogba. Plus jamais on va voir l'équivalent. Exactement. Puis ça donne beaucoup, voilà, et ça donne beaucoup de choses, de bonus pour une équipe. Sportivement, il faut trouver un gars qui sportivement peut être intéressant. Di Vaio, à VR qu'il était, il a détruit les défenseurs à MLS, là. Tu sais, genre. C'est plus la même MLS non plus. Oui, mais il était très vieux, Di Vaio, là. Ah ouais. Et c'était pas un joueur qui s'attendait de faire les 40 mètres, là, faire les allers-retours 40 mètres pendant un match. Pendant un match. Il jouait beaucoup, il jouait des saisons complètes, puis il détruisait les défenseurs, juste avec son intelligence et son finishing. Et c'était hallucinant ce qu'il faisait. Et puis, c'est pourquoi il faut trouver vraiment l'équilibre. Et moi, je trouve que l'Impact, il faut que tu ramènes une star. Si tu veux remplir le Stade Saputo, ramène une star qui peut t'aider sportivement. Ça va coûter cher. Mais il n'y en a pas de disponible. C'est pour ça que, justement, tu vas lire le débat. L'Impact de Montréal, oui, si l'occasion se présente, si une occasion comme Ben Arfa se présente, faut pas qu'ils disent non, OK? C'est une belle occasion, c'est peut-être pas le A, c'est peut-être pas une solution B, mais c'est une bonne solution qui vaut la peine de dire oui. Mais l'Impact doit tout d'abord construire une équipe intéressante sportivement, avec du beau jeu, pour que les joueurs, pour que les spectateurs soient intéressés à aller voir cette équipe-là qui joue bien. Ouais. Il faut pas que l'Impact de Montréal, faut pas qu'il y ait aucun club de la MLS devienne des clubs de touristes.
Non, tu veux pas ça. Ouais. Walt Disney, tu y vas là une fois et c'est terminé. Exactement. Faut pas puis la MLS s'éloigne de ça. Zlatan, c'est pas juste ça. Zlatan, c'est au-delà. C'est une légende. Mais c'est court terme. Il est pas là pour... Il a pas signé un contrat de 4 ans. Oui, mais ça fait un effet à long terme pour Exactement. toute la MLS. Mais en même temps, ça fit l'image du LA Galaxy. Tu vois? Oui, t'as raison. Disons qu'aucun des clubs MLS était capable de signer Zlatan, sauf Houston. Mais Zlatan à Houston, ça aurait été, je sais pas moi, une goutte d'eau dans un océan. On aurait rien vu. Il y aurait un buzz, mais il n'y aurait pas le même impact. Comme quand Ronaldo va arriver dans MLS, on le sait tous où il va aller. Ouais, là. C'est Miami, c'est pas Columbus, c'est pas Kansas City. Non, c'est pas Montréal. Exact, et c'est surtout pas Montréal. Mais on voit la différence. Mais en plus, Zlatan, c'est le personnage. Puis tous les autres étaient alignés. Sur le premier match, c'était le premier derby historique entre le premier derby LA. Depuis la dissolution de Chivas USA. Le premier derby LA Galaxy et LAFC. Il marque le but de l'année à MLS au mois de mars. Et voilà quoi. Et toute sa communication avant, pendant, après était parfaite. Il a fait ce qu'il avait à faire. On sait que c'est un gars bourré de talent. On sait qu'il y a aussi d'autres problèmes, je dirais psychologiques, mais des problèmes de personnalité. Pas des problèmes de personnalité, mais plutôt son ego ressort tellement qu'on se dit, est-ce qu'on parle à une vraie personne ou on parle à un personnage? C'est pas grave, on s'en fout. Il y a tout le temps le spectre dans Ligue des Champions, il n'a jamais rien fait. Il y a tout le temps de choqué, entre guillemets. C'est pas grave, ça reste un grand joueur, un excellent joueur. Mais c'était parfait, c'était le perfect storm, Zlatan à LA Galaxy. C'était parfait. Carlos Vela, c'est parfait pour LAFC. C'est mexicain, t'as la population mexicaine de LA, de la Californie. Il marque des buts, c'est une star, il est bon. C'est pas la même star que Zlatan, mais c'est quand même un joueur de l'équipe nationale mexicaine. Tu sais, il joue en Liga espagnole, donc lui, il aurait pu rester en Espagne tout le reste de sa carrière. Donc il y a vraiment une grande différence par rapport à ça. Mais pour Montréal, honnêtement, il faut essayer de retrouver l'effet Drogba. Peut-être tu vas le faire avec les victoires. Cet effet-là, une histoire comme Drogba, Montréal va le subir, il pourra jamais le planifier. Cet été, si Montréal veut cet été avoir un Drogba ou qu'il veut avoir quelque chose de beaucoup moins comme impact, ils pourront pas le trouver juste comme ça. Faut que ça soit la circonstance parfaite, faut que ça soit vraiment une occasion qui subisse. Il peut pas aller chercher un attaquant comme ça disponible qui va vouloir venir à Montréal. Oui. C'est impossible. Oui, le prochain, l'attaquant qui pourrait venir, comme on dit, là, Benzema, mais le timing est mauvais. Jamais Benzema va venir ici avant 3-4 ans si jamais il est intéressé. Exactement. Donc, oui, un gars comme Ben Arfa, s'il est intéressé, c'est une belle solution. Moi, je suis d'accord à 100%. Oui, c'est une belle solution de rechange. C'est un plan B, un plan C. Par rapport au plan A, je voudrais avoir la star marketing et sportive pour m'aider. L'Impact est tombé dessus avec Drogba, tant mieux pour eux, ils ont profité jusqu'à un certain point. Je pense qu'il peut y avoir un débat sur l'effet Drogba à Montréal, est-ce que c'était un feu de paille ou quelque chose qui va rester longtemps. Et je trouve que c'était parfait. Mais oui, Ben Arfa, je te rejoins, pas de problème. Benzema trop tôt, je suis d'accord à 1000%, même pour lui, surtout pour lui. Et Ben Arfa, ça passe bien sportivement, il est excitant. Mais encore une fois, au niveau des joueurs qui sont présents sur le terrain avec l'Impact, est-ce que Rémi Gade a vraiment besoin de Ben Arfa? C'est ça que je demande. Ouais, il dirait pas non. Oui, mais est-ce que lui il dirait pas non, mais tu le mets où? Tu viens de ramener Silva, tu vas payer un transfert pour Silva, t'as Piatti qui est là, tu le mets où? Écoute, on joue, on gagne des matchs sans avant-centre et sans milieu créatif. Là, on rajoute un milieu créatif qui pourrait dépanner comme un faux neuf. Ah, c'est vrai, 4-2-3-1. Voilà, Piatti, Ben Arfa, Silva. C'est fait. C'est réglé? J'ai trouvé la solution. C'est bon, on signe tout de suite. On finit sur ce high-là. Ce high-là, c'est parfait. Je voudrais remercier tout le monde de nous avoir écoutés en ce moment. Vous êtes probablement sur notre plateforme podcast. Donc, sur votre application podcast iOS, Android ou autre, vous cherchez les mots-clés Cannes Football Club Plus. Trouvez le logo losange avec 2 losanges. Cannes FC, il devrait être en bleu et noir, bleu foncé. Donc, c'est Cannes Football Club Plus. Sinon, sur soundcloud.com/Cannes Football Club et aussi Spreaker.com/Cannes Football Club. Sur iTunes, Cannes Football Club Plus aussi.
Abonnez-vous à notre feed sur iTunes, laissez des notes et des commentaires, ça nous aide pour être de plus en plus populaire, être visible aux autres fans du soccer montréalais. Merci encore, puis merci à tous les patrons qui ont participé, qui continuent de participer à notre campagne de socio-financement sur Patreon. Nilton, je te remercie du fond de mon cœur. Oh wow, c'est beau. C'est incroyable. C'est beau l'amour. Allez, à vendredi d'abord. À vendredi. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.